On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Et Ziad Limam qui en fait tomber son téléphone. Voilà, à force de regarder les téléphones en plateau. Merci Ziad d'être avec nous. C'était pour l'éteindre. Ah, c'était pour un beau geste, pour la bonne cause. Directeur du mensuel Afrique Magazine qui titre en une ce mois-ci sur les putschs en Afrique. Pourquoi les militaires ne sont pas la solution? C'est votre édito, Ziad Limam. Exactement. À lire dans Afrique Magazine. Au sommaire aujourd'hui, lutter pour le climat et contre les inégalités nord-sud et au sein même des pays du Sud. Ce n'est pas forcément un choix, permettre en tout cas de mener les deux de front. Tel est l'objectif du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui doit s'ouvrir demain ici à Paris. Autour d'Emmanuel Macron, une cinquantaine de chefs d'État et de très très nombreuses personnalités sont attendues. Des bruits dont on ignore toujours l'origine. Voilà qu'ils guident en tout cas les navires qui cherchent le submersible parti explorer l'épave du Titanic avec un équipage de 5 passagers disparus depuis. Il ne leur reste moins de 24 heures d'oxygène à bord. C'est tout de suite, on va plus loin. Montrer en quoi lutter contre la pauvreté n'est pas l'ennemi du climat. C'est tout l'enjeu du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui doit s'ouvrir demain ici à Paris. Autour d'Emmanuel Macron, une cinquantaine de chefs d'État et de nombreuses personnalités seront là, venues de loin, dans nombre de pays où réduire les inégalités se fait parfois, souvent même au détriment de la planète, comme par exemple les subventions au gaz ou au pétrole. Seuls des moyens inédits permettront d'être à la hauteur. Nina Masson nous en dit plus. Relancer la coopération Nord-Sud pour financer la lutte contre le changement climatique, c'est l'objectif majeur d'un sommet organisé à l'initiative d'Emmanuel Macron. À ses côtés, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, mais aussi plus de 300 représentants d'institutions financières internationales, réunis pour réfléchir à un nouveau pacte financier mondial. Pour la prix Nobel d'économie Esther Duflo, il y a urgence, alors que le changement climatique causé par les pays riches va faire flamber la mortalité dans les pays pauvres. La manière de le résumer, c'est que ça va causer 73 morts pour 100 000 personnes de plus. Juste les températures chaudes vont causer d'ici 2100 chaque année plus de morts qu'aujourd'hui le paludisme, la malaria, le sida combinés. Esther Duflo appelle à une taxation mondiale, tout comme ces activistes écologistes réunis ce mercredi au pied de la Tour Eiffel. Ils réclament une justice climatique et la fin du financement des énergies fossiles, à l'image du projet pétrolier EACOP de Total, en construction en Afrique de l'Est. Président Macron, abandonnez ce projet. Arrêtez le projet d'oléoduc d'Afrique de l'Est. Faites payer les pollueurs pour obtenir une justice du climat. Et mon dernier message, il est de la part de l'Ouganda. Nous vous regardons. Faites un pas dans la direction des gens comme nous. Cette action est la première d'une série qui se poursuivra à Paris tout au long du sommet. Jeudi, place de la Bourse et vendredi, en dessous du Palais Garnier. Avec Greta Thunberg qui battra elle aussi le pavé parisien pour l'occasion. C'est le débat devenu inhabituel aux chefs d'État qui, comme Emmanuel Macron ou d'autres, appellent à mettre en place des financements pour permettre l'atténuation du changement climatique et surtout désormais l'adaptation, il faut bien le dire, à ses effets. Nombre d'ONG répondent, Ziad Limam, comme on vient de l'entendre, hypocrisie. Commencer par renoncer aux méga-bassines de Sainte-Soline, au projet d'autoroute A69, à la ligne Lyon-Turin. Les chefs d'État trompe les pays du Sud et les militants de la cause environnementale? Je ne sais pas si la question se pose aussi clairement que ça. Ce sommet, c'est en partie le changement climatique. C'est pas le tout du sommet. Le tout du sommet, c'est d'inventer une nouvelle architecture financière qui tient compte de l'épuisement littéral d'une grande partie des pays émergents face à des polycrises, comme on l'a dit, qui sont importées vers eux. Donc il y a la crise de la dette, la crise des financements, la crise du changement climatique, la crise de la gouvernance mondiale, Banque mondiale, Fonds monétaire, l'arrivée de nouveaux partenaires très importants comme la Chine. Donc toute l'architecture est perturbée. Elle a été particulièrement perturbée en plus par les années Covid. Elle est perturbée par la guerre en Ukraine. Et donc ces pays sont littéralement à sec, plus le changement climatique qui impose des contraintes
qui sont pas juste morales, qui sont pas juste faut une justice climatique. La taxe carbone qui va être mise en place en Union européenne dans les années à venir va impacter directement des productions des pays du Sud qui ne sont pas autant décarbonées qu'elles devraient l'être, mais elles ne sont pas décarbonées parce que les pays du Nord ne tiennent pas leurs engagements dans le financement de la décarbonation. Quand la personne ougandaise dit l'Ouganda est contre le pipeline, c'est pas vrai. C'est là qu'il y a une contrainte majeure. L'Ouganda est pour le pipeline de Total, parce que c'est le ougandais est pour le pipeline de Total. Oui, l'État ougandais. Oui. Il faut bien dire à un moment l'État. Je veux dire, il y a des représentants qui existent. Donc c'est 2 milliards ou 3 milliards de dollars par an pour l'Ouganda. Il n'y a pas de discussion. Avec un impact sur les populations autochtones et la biodiversité. Mais Total vous dira, enfin je ne veux pas rentrer dans le détail de ce projet-là particulier, qu'ils ont fait des maisons, qu'ils ont fait des trucs, etc. C'est la même chose pour le gaz au Sénégal, en Mauritanie. C'est la même chose pour le gaz et le pétrole en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on dit aux gens du Sud, vous pouvez pas dépenser, vous pouvez pas faire ces investissements carbonés. Bon, d'un autre côté, c'est vrai, on vous a promis 100 milliards de dollars, mais on les a pas donnés. Bon, mais ça va venir. D'un autre côté, la Banque mondiale et l'FMI mettent tellement de contraintes sur les nouveaux financements, etc. Et donc, en fait, on a des pays qui ont besoin de liquidités à court terme, de financement à long terme, et d'une aide au changement climatique. Et sur les 3 dossiers, c'est zilch, c'est 0.0. Et donc, après, on peut dire que Macron boit des bières au stade et qu'il ferait mieux de s'occuper de Sainte-Soline, mais au moins, il pose la question, il rassemble 40, 50 chefs d'État et pas des moindres. Il y a Lula, il y a, je crois, le Premier ministre ou le Vice-Premier ministre chinois, il y a probablement des gens du Trésor américain, il y a les pays émergents du Sud, il y a la Chine. Bon, donc, au moins, on a une conversation parce que, excusez-moi du terme, si on laisse filer cette situation de resserrement du crédit, d'absence de liquidité pour les pays émergents, c'est des crises sociales majeures. Et crise sociale, ça veut dire émeute, ça veut dire renversement, ça veut dire putsch, bouleversement, etc. Donc, on continue à avoir ce débat nord-sud en disant le problème du financement, il faut trouver une solution, etc. Le problème du financement est la clé de la discussion nord-sud et la clé du changement climatique. Gauthier Rybinski, on l'avait déjà vu avec le One Planet Summit, qui avait surpris à l'époque parce qu'il devait y avoir une COP en Allemagne, et on avait compris qu'Emmanuel Macron grillait finalement la politesse à Angela Merkel, alors chancelière. En réalité, il l'avait dit, le chef de l'État français, il voulait mettre les financements avant les généralités et les déclarations d'intention, parce qu'il expliquait que les financements étaient effectivement cruciaux et qu'ils impliquaient à la fois les États, bien sûr, mais aussi les acteurs privés, établissements financiers, entreprises. C'est ce qu'il tente de faire à nouveau, Emmanuel Macron, aujourd'hui, avec ce sommet destiné à la fois à la question environnementale, mais avec comme vient de le dire Ziad, un axe très clair concernant les pays du Sud. Oui, mais... Comment vous dire ? Il y a aussi, par exemple, dans cette balance qu'on établit nord-sud, vous avez les États-Unis, qui sont aujourd'hui indépendants sur le plan énergétique, grâce au gaz de schiste, mais grâce à la fracturation hydraulique, qui est une catastrophe sur le plan environnemental. Donc ça veut dire aussi que quand on est quand on est un pays du Sud et qu'on voit ça, on se dit, bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il y a un vrai modèle du Nord ? On ne peut pas le suivre, nous, parce qu'on manque de liquidité. Et puis n'hésitons pas aussi à dire que sur certains points, certains chefs d'État du Sud sont très, suivistes et attentistes par rapport à ce qu'on peut leur donner. Vous citez l'exemple américain, Gauthier. On en revient finalement à ce que disait un certain nombre de ceux qu'on a entendus dans ce reportage. La France est-elle plus vertueuse pour donner l'exemple à ces pays, avec les exemples finalement qu'on a vus récemment. Beaucoup pointent le fait que la conférence, par exemple, sur le climat n'a pas donné tous les résultats qu'on attendait. Et puis il y a aussi ces tronçons d'autoroute qu'on inaugure, ces manifestants dont on sait qu'ils ils font part de leurs griefs. Est-ce qu'on peut finalement à la fois mener des projets qui ne vont pas toujours dans le sens de l'environnement et prôner à l'échelle mondiale un Big Bang finalement dans les financements en leur faveur ? Oui, mais alors ça c'est français d'une certaine manière, c'est-à-dire que on dit au fond ce qui nous caractérise, c'est la capacité à émettre de la morale. On produit de la morale, et même si on la respecte pas. Alors qui ça peut tromper ou qui ça peut séduire, ça c'est une autre affaire, parce que quand vous prenez les pays du Sud, et notamment par exemple en Afrique, il y a aussi cette chose-là qui entre en ligne de compte, c'est-à-dire par exemple ce que la France en Afrique francophone, ce dont elle a été et ce dont elle est encore responsable, et qui entre en ligne de compte dans la mesure où on dit non seulement les liquidités sont serrées, et on voit bien par exemple que le FMI ou la Banque mondiale sont vent debout contre tout ce qui peut être taxe, des taxations des opérations financières, des transactions financières. Donc là aussi il y a un resserrement du crédit,
Mais de l'autre côté, il y a cette incitation et qui peut être perçue comme profondément irritante à être vertueux. Alors qu'attendent justement ces pays appelés à être les premiers bénéficiaires de ce sommet? Direction le Sénégal. Sarah Sako, bonjour. Vous êtes sur place pour France 24. On attend quoi à Dakar d'un sommet comme celui-ci? Sarah Sako. La liaison apparemment est rompue avec Sarah qui était avec nous il y a seulement quelques instants. En tout cas, les besoins financiers, eux, ils sont énormes puisque l'Elysée évoque 1 000 milliards de dollars de financement externe supplémentaire qu'il faudra mettre sur la table. Mais les chiffres qui tournent sont nettement supérieurs. L'Oxfam va jusqu'à évoquer 27 fois ce montant, tout comme la Banque mondiale qui parle de 4 000 milliards de dollars par an jusqu'à 2030. Ziad Limam, vous l'avez dit, on n'est déjà pas au niveau de ce à quoi on s'est engagé en 2009, 100 milliards de dollars par an à destination des pays pauvres pour les aider à faire cette adaptation. On est crédible aujourd'hui quand on dit qu'il faut 4 000 milliards par an? Non, le chiffre est relativement crédible. C'est-à-dire après 4 000, 2 000, 3 000, le tout, c'est d'engager les flux. Ce qui n'est pas crédible, c'est de la part des pays riches de dire on va mettre à disposition et on ne met pas à disposition. Bon, là, ça pose un problème. Le deuxième problème réel, c'est quand pendant l'épidémie de Covid, les pays riches balancent 2, 3, 4, 500, 700, 800 milliards de dollars d'argent imprimé, en fait, en gros, et qu'on va discuter sur 20, 30, 40 milliards pour les pays émergents. Pour le changement climatique, ça crée cette impression d'un réel deux poids, deux mesures. En France, je veux dire, toute l'Europe, en réalité, est dans une optique de décarbonation. Alors après, ça prend peut-être du temps, c'est peut-être pas aussi rapide que certains le voudraient. Peut-être qu'il faudrait construire ce tronçon et pas celui-là. Peut-être qu'il faudrait faire cette bassine et pas celle-là. Mais grosso modo, c'est des économies qui sont en mode de décarbonation. Grosso modo, les Américains vont suivre petit à petit. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir, disons, 40% du GDP mondial qui se décarbone et qui ne file pas un rond aux 60% du GDP mondial qui a du mal à se décarboner et qui n'est pas responsable des effets du changement climatique. Donc toute la discussion est là. Vous voyez, toutes les réunions, c'est purement une question de financement. C'est pour ça aussi qu'on remet en cause l'organisation post-45, c'est-à-dire cette Banque mondiale, ce Fonds monétaire, gouverné grosso modo par les Américains et les Européens, qui décident un peu de qui prend l'argent et à quelles conditions, etc. Donc c'est tout ça qui est en marche, avec, encore une fois, des acteurs nouveaux qui ont la capacité de disrupter, mais qui sont eux-mêmes pas à l'abri de difficultés financières. Nous avons une responsabilité, Gauthier Rybinski, à la fois dans les conséquences de nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi dans la guerre en Ukraine, dans la crise du Covid. C'est aussi notre responsabilité à nous, pays du Nord, vis-à-vis du Sud, où vous pensez que les torts sont partagés, entre guillemets. Quand vous dites, en ce qui concerne par exemple la guerre en Ukraine, oui, c'est-à-dire les conséquences de la guerre en Ukraine, oui, ce qu'elle fait subir, on l'a vu sur le cours du blé mondial et de l'énergie par exemple, oui, les effets inflationnistes aussi, oui, sur ces pays. Est-ce notre responsabilité à nous, pays occidentaux? Alors, ou exclusivement de la Russie, en fait, pour dire vrai. Oui, parce que quand même, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais enfin, sur le plan réel, factuel, la seule menace qui pèse sur Poutine avec cette affaire ukrainienne, c'était une démocratisation qui aurait pu finalement, par capillarité, pénétrer en Russie. Donc c'est ça le problème. Mais quand vous dites, est-ce que nous avons une part de responsabilité? Moi, je veux bien, ça ne me dérange absolument pas. Simplement, on parlait du Sénégal là, à l'instant. Bien, par exemple, en ce qui concerne la culture du blé, le Sénégal s'y est mis. Et ça permet, à terme, et déjà maintenant, d'être moins, pour le Sénégal, d'être moins dépendant, justement, des prix imposés par à la fois le pays, tel ou tel pays, mais aussi par la conjoncture, par des événements comme la guerre. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est important de faire. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que le crédit et le resserrement justement de la masse financière est capital. Mais vous voyez bien qu'il y a aussi à travers ça, j'allais dire, des questions de gouvernance, et c'est la raison pour laquelle ce que la France fait aujourd'hui, c'est de vouloir donner, c'est ce que dit Emmanuel Macron, de vouloir donner un élan politique à cette affaire. C'est-à-dire qu'on peut malheureusement craindre qu'on passe à côté de la question financière, parce que le but
finalement, français, c'est de dire il nous faut un élan politique. Et on reviendra à la même question que celle qu'abordait Ziad au début, c'est-à-dire mais nous on veut bien, diront les États du Sud. Mais enfin, quand vous nous promettez par exemple 100 milliards, il faut qu'on puisse les toucher. Il y a la question de la parole honorée. Il y a la question plus généralement aussi des types de politiques qui sont suivis. Les pays du Sud aujourd'hui, avec en plus la hausse des taux, ils ne peuvent plus faire reposer leur croissance sur le seul endettement. Ziad Imam. Ils ne peuvent pas faire reposer leur croissance sur le seul endettement, mais c'est une vue de l'esprit de penser qu'ils vont faire reposer leur croissance sur une baguette magique. Donc, à un moment, il faut des flux financiers, quels qu'ils soient, quelle que soit leur organisation, pour soutenir ces économies, pour les aider à moyen long terme à décarboner, sachant que, si vous prenez un pays émergent, aujourd'hui, quels sont... à part le social, c'est-à-dire éducation, santé, quels sont les 2 postes majeurs qui vont générer de la demande de liquidité? C'est infrastructure et énergie. Vous ne pouvez pas avoir de développement sans infrastructure, vous ne pouvez pas avoir de développement sans énergie. Donc ça, c'est carboné. Et s'il faut décarboner, c'est un énorme effort. Enfin, je veux dire, on peut couvrir l'Afrique de centrales solaires, peut-être, mais en attendant, le pétrole, le gaz, c'est là, l'hydraulique, c'est là. Donc tout ça, c'est vraiment, encore une fois... si les Européens et les Américains, et peut-être la Chine, mais qui a vraiment des problèmes pour aller aussi vite, se décarbonent et créent une espèce de zone verte dans l'humanité qui est découplée du reste de l'humanité, qui va se démerder avec son carbone, excusez-moi du terme, et avec ses besoins de financement, on va droit à quelque chose d'assez ingérable. On a réussi à rétablir la liaison avec Sarah Sacco qui va justement nous dire comment ce sommet est vu, d'ailleurs si on en parle ou pas à Dakar, et quelles sont les attentes, notamment avec cette question de l'urgence climatique. Est-ce qu'elle est perçue comme telle aussi sur place au Sénégal ? Alors très honnêtement, on n'en parle pas ni dans les médias ni dans les rues. En revanche, les spécialistes ont tous les yeux rivés vers Paris et eux demandent des solutions concrètes. J'ai parlé avec plusieurs environnementalistes, des représentants de la société civile. Ils ont peur d'assister à un énième sommet, donc beaucoup de scepticisme. Et puis il y a ceux qui espèrent voir des résultats de cette grande conférence. Aïssatou Diouf, qui est chargée de plaidoyer chez Enda Énergie Sénégal, parle de tests cruciaux pour voir si la solidarité affichée des pays du Nord est vraiment une réalité. Elle explique qu'il y a une crise de confiance entre le Nord et le Sud sur ces questions et évoque les promesses non tenues. Elles sont nombreuses par le passé. Alors, Madame Diouf dit observer de très près les solutions qui seront adoptées. On veut de l'argent nouveau, de l'argent additionnel, pas de prêts et pas de recyclage. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et elle évoque certaines solutions innovantes, certains mécanismes de financement, la taxe sur le fret maritime, sur les transactions financières ou encore sur les énergies fossiles, qui sont d'ailleurs des thèmes qui vont être discutés ces 2 prochains jours à Paris. Merci Sarah Sacco d'avoir été avec nous en direct de Dakar. Et c'est dans ce contexte qu'on est toujours sans nouvelles du submersible parti explorer l'épave du Titanic. Quel rapport, me direz-vous ? Eh bien, c'est l'ampleur des moyens déployés. Pas moins de 5 navires dans la zone qui tentent de localiser l'engin sous-marin et ses 5 passagers à bord. Car le temps presse, il n'aurait plus qu'1 jour d'oxygène. Alors, on dit évidemment qu'on entend des bruits, c'est ce qui guide en tout cas ces sauveteurs. Toujours est-il que l'entreprise à l'origine de l'expédition OceanGate a-t-elle été trop ambitieuse ou négligente ? La question est posée. On voit ça en image avec Olivia Bizot. À 3800 mètres de profondeur, une expédition sous-marine qui a viré au cauchemar. Et alors que les recherches pour retrouver le submersible Titan se poursuivent, l'entreprise OceanGate derrière cette expédition est sous le feu des critiques. Y a-t-il eu des manquements dans la sécurité ? Le mystère reste entier. Mais cette vidéo d'un journaliste américain, largement relayée en ligne, interroge. À bord du submersible 6 mois avant sa disparition, David Pogue fait part de ses inquiétudes sur la sécurité de l'engin. We run the whole thing with this game controller. Come on! Je ne savais pas encore que le submersible était téléguidé avec une manette Xbox. Je ne savais pas que le ballast était fabriqué à partir de vieux tuyaux. Vous savez, vous y rendez et vous apprenez ces choses qui plombent le moral et inquiètent énormément. Où est donc ce niveau de sophistication dont on parle ? Des doutes sur la sécurité du submersible émis en 2018 par un expert au sein d'OceanGate, qui a été par la suite remercié par l'entreprise.
Lors du procès qu'il opposait à son employeur, David Lockridge qualifiait l'engin d'expérimental et révélait que l'appareil n'était pas en mesure d'atteindre de telles profondeurs. OceanGate a réalisé 2 autres expéditions sur le site de l'épave du Titanic en 2021 et en 2022. Cette 3e mission avait commencé sa descente dimanche dernier, mais le contact avait été perdu avec le submersible moins de 2 heures après son départ. Des navires déployés sur place tentent toujours de sauver les 5 passagers à bord. Vous comprenez, Gauthier, qu'on ait laissé faire cette expédition et que les déboires, aujourd'hui, bien sûr, de ce sous-marin bien réel, et on comprend l'inquiétude pour la vie des 5 passagers à bord, suscitent une telle vague d'émotion, ou en tout cas d'intérêt, de curiosité, ici même. Bon, moi je découvre les lacunes de ce submersible. Moi, ce qui me gêne plus dans cette histoire, c'est le fait, au fond, c'est un objet touristique presque, puisqu'il était question, si je ne m'abuse, d'aller voir l'épave du Titanic. Est-ce que tout ça, comment dirais-je, est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques pareils? Tout ça, au fond, un amusement, c'est bien, c'est peut-être un peu fort, mais ça me fait penser, vous savez, à Elon Musk qui veut qu'on puisse aller voyager des touristes dans l'espace. Bon, moi ça me semble, léger. Alors avec les risques en plus qui sont inhérents, je pense, à la volonté de dégager des marges impressionnantes, puisque si ce submersible est construit avec les matériaux dont on vient d'entendre parler, effectivement, il y a la volonté de dire on construit au moindre coût et ensuite on essaye de facturer ça au maximum aux personnes, aux passagers. Il y a la question du risque inconsidéré et puis aussi la question même de l'intérêt de l'énergie déployée aujourd'hui. Consacre-t-on trop d'énergie, justement? Ziad Limam, 5 navires, nous dit-on, dépêchés sur place, quand on sait qu'on a laissé la semaine dernière un navire surchargé de passagers échoué en Méditerranée. Ouais, c'est deux histoires différentes. La Méditerranée, c'est une histoire tragique, continue, permanente, scandaleuse depuis plusieurs années. Et le cas du naufrage de la semaine dernière, il y a vraiment des questions de responsabilité qui sont posées en amont. Quel a été le rôle de Frontex? Quel a été le rôle de la marine grecque? Pourquoi ils n'ont pas arraisonné le navire? Pourquoi on a mis... Peut-être pas, on n'a pas été assez rapide dans les secours, donc et c'est une tragédie humaine qui est pas localisable. Ça fait, je vous dis, des années que ça dure. Là, c'est quand même qu'on a sauvé à peu près 104 passagers, donc on n'a pas laissé le. Voilà. Oui, mais je pense que si, enfin bon, on peut pas malheureusement réécrire l'histoire, mais si ce bateau avait été arraisonné avant qu'il ne coule. Alors il y a le fameux droit, il n'a pas voulu être arraisonné, mais bon, on arraisonne et puis c'est tout. Et puis après, on discutera pour voir qui avait raison, qui avait tort, et on aurait probablement évité un tel désastre. Bon, là, c'est une autre histoire. On ne peut pas non plus les laisser sans secours. Donc ça m'ennuie de comparer, de comparer l'incomparable. Bon, dans la capsule, il y avait quand même aussi... une personnalité assez importante, si j'ai bien compris, un océanographe français réputé qui connaît les plongées en profondeur, qui connaît le Titanic par cœur. Donc bon, là où je rejoins Gauthier, c'est bon, est-ce que vraiment on fait ce genre d'expédition sans vraiment s'assurer de la sécurité, sans vraiment savoir vers quoi on va? Est-ce que c'est pour de la science? Est-ce que c'est pour faire des photos? Bon, puis après, vous savez, la toile et tout le reste ont mis en route une version bis du Triangle des Bermudes avec la vengeance des passagers du Titanic. Enfin, ça y est, la machine à la machine à fantasme. Un fantasme négatif est en place. Bon, je n'ose pas me mettre à la place des personnes qui sont à l'intérieur de ce scaphandre coulant, avec aussi peu d'oxygène et aussi peu de temps. Gauthier, vous êtes choqué ou pas, vous? Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, des gens qui expriment effectivement leur incompréhension face à, disons, aux différences de moyens mis en œuvre la semaine dernière et cette fois-ci. Bon, cette comparaison, elle peut être facilement démagogique. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui puisse être mis de côté quand on veut sauver des gens. Mais avec l'exemple que vous donniez par comparaison, moi, ce qui m'inquiète et que là, je trouve scandaleux, c'est ce que dépeignait un peu Ziad quand il dit que finalement, on dit voilà, les migrants, c'est une tragédie qui vient de loin, etc. C'est-à-dire qu'il y a une habitude. On s'habitue. On dit mais au fond, ces pauvres gens, c'est leur destin.
C'est leur destin de traverser dans un rafio et de crever dans l'eau. On invisibilise. Et voilà, on invisibilise. Et là, je trouve... Alors, on pourrait aller même plus loin, vous allez me trouver pessimiste, mais souvenez-vous, par exemple, quand il y a, au début de la guerre en Ukraine, on a entendu surtout des commentateurs dire « Mais ces gens-là, c'est important, ils sont comme nous. » Pourquoi ils sont comme nous? Parce qu'ils ont la même couleur de peau. Et de la même manière, on a bien vu qu'en Pologne, les Ukrainiens étaient accueillis, alors que ceux qui avaient été piégés par le régime biélorusse et qu'on massait à la frontière polonaise en monnaie d'échange, alors eux, on les avait oubliés. Donc ça, c'est ce qui me gêne, ce qui est sous-jacent à cette histoire, c'est que les migrants qui meurent en Méditerranée, au fond, on dit, mais c'est leur destinée. Et ça n'est pas acceptable. Sinon, effectivement, les moyens qui sont mis pour retrouver ces gens, il y a aucune contestation à opposer, même si, effectivement, on peut se poser la question de la grande utilité de la chose. Mais ce qui est sous-jacent derrière ça, c'est de dire, au fond, il y a des masses, alors les masses africaines, pour lesquelles c'est normal presque. Il est logique, quand on est pauvre, d'aller mourir en Méditerranée. Ça n'est pas admissible. Merci Gauthier Rybinski, merci également Ziad Limam. Un dernier mot pour vous rappeler à nouveau donc, cette explosion qui s'est produite en fin d'après-midi ici même à Paris. Il était 17h dans un immeuble du 5e arrondissement. Vous le voyez, toujours bouclé à l'heure qu'il est par la police. Les pompiers sont à pied d'œuvre pour retrouver toujours 2 personnes dans les décombres. Il y a 29 blessés, dont 4 graves. On se retrouve dans 4 minutes pour un nouveau journal.